Bonjour à tous, je suis Elisabeth Meisters, enseignante de Yin Yoga et cofondatrice de Miam. Je vous accompagne vers le réalignement à votre être céleste pour ressentir le flow dans votre vie. Bienvenue sur État de Flow, des conversations inspirantes pour nourrir votre âme et vous aider à vibrer le flow. Quelle place laissez-vous au silence dans votre quotidien ? Entre les travaux, les klaxons, les alarmes ou encore la musique dans les bars jusqu'au milieu de la nuit parfois. La ville offre peu de place à la bioacoustie. Et quand bien même nous habiterions à la campagne, les réseaux sociaux, les publicités partout où nous tournons les yeux et les nombreuses sollicitations extérieures prennent toute la place restante. Le bruit est incessant et nous épuise sans que nous en ayons toujours conscience. Et malheureusement, le bruit nous coupe également de notre silence intérieur et d'une source de sérénité de qualité. Au printemps 2020, le confinement nous a poussés dans les retranchements du silence, nous laissant le temps de l'appréhender, de l'explorer, de l'affronter et souvent de l'aimer. Le silence, un sujet passionnant que j'ai le plaisir d'aborder aujourd'hui en détail avec Jeanne Dujardin. Bonne écoute! Bonjour Jeanne. Bonjour Elisabeth. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Oui. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet pour moi de très d'actualité. C'est le silence, puisque quand on entend Jeanne Dujardin, on entend silence, puisque c'est le nom de ton entreprise. Est-ce que c'est le nom de ton entreprise d'ailleurs, de ton projet, oui ? C'est le nom de mon entreprise, oui. Ouais. Mon entreprise, et c'est le nom surtout du mouvement que j'ai créé. C'est intéressant ce mot mouvement, ça veut dire que tu attires avec toi d'autres personnes dans ce mouvement, tu essaies de faire changer les choses ? Oui, exactement. Autour de silence, il y a toute une communauté. Bien sûr, c'est un mouvement qui pourrait s'apparenter comme le mouvement Slow Life, par exemple, qui induit l'idée de ralentir le rythme. Silence, c'est un mouvement qui vise à se reconnecter à soi grâce au silence et à la nature. Super, on va avoir l'occasion ensemble de dérouler un petit peu plus. J'ai plein de questions pour toi, parce que c'est un sujet qui, moi, me passionne, le silence. J'ai un passif où j'ai travaillé beaucoup dans la musique, dans le son, etc. Et on va voir ensemble si justement silence et bruit, c'est vraiment opposé. En tout cas, je disais, sujet d'actualité, parce que ces derniers mois, on a été un petit peu forcés d'être face au silence. Pour certains, ça a été facile, ça a été une découverte, une révélation. Pour d'autres, ça a été peut-être plus difficile. Le silence... Qu'entend-on par le silence ? Commençons par là. Est-ce que c'est le silence intérieur ? C'est le silence extérieur ? C'est quoi le silence ? Tu fais bien d'aborder ce sujet, car en effet, il y a différentes formes de silence. Il y a le silence, l'absence de bruit, donc le silence 0 décibel. C'est pas forcément celui-ci dont je parle, puisque dans les expériences que je propose, il y a bien du son. Il y a bien sûr la voix des intervenants, et puis tout ce qu'on transmet, et il y a aussi l'usage de sons, soit des sons de la nature, ou alors de la sonothérapie. Et cette absence de bruit de la modernité, par contre, ce qu'on vient rechercher, c'est l'absence des bruits polluants, type notification, les klaxons, les avions, les trains, les voitures, etc. Pour venir se connecter au silence intérieur, en fait, qui correspond à la sérénité et la paix intérieure. Et du coup, est-ce que c'est opposé silence, son, bruit ? Non, apparemment de ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir du son dans le silence ? Exactement, oui. Je pense que les deux vont de pair. Le silence et le bruit, quand il s'agit de bruits apaisants, on va dire que ces bruits apaisants amènent au silence intérieur. Et après, il y a tout ce qui est bioacoustie, donc les bruits de la nature, le bruit des oiseaux, tout ce qui est sonorité naturelle, le vent, la pluie, tout cela, ils sont bienvenus dans nos expériences de silence, puisqu'ils permettent aussi d'atteindre une sérénité. Sérénité et état de flow, il me semble que ça va bien le faire entre nous aujourd'hui. On va aller sur la même voie, donc aujourd'hui on va le faire avec la voie du silence. Donc retour à soi, si j'entends bien, retour à la voix intérieure. Qu'est-ce que c'est la voix intérieure ? Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui nous parle ? Est-ce que c'est l'intuition ? De quoi on parle ? Quand on parle de connexion à soi, je dirais, oui, il y a une histoire de se reconnecter à sa vraie nature, d'un retour à l'essentiel aussi.
et de découvrir qui on est vraiment, d'écouter son intuition davantage, parce que je pense que dans le monde d'aujourd'hui qui est assez bruyant, on peut être happé en fait par tous les bruits environnements qui sont comme des pollutions sonores. Et tous ces bruits, ces distractions créent beaucoup de stimuli en fait dans nos cerveaux qui empêchent d'atteindre ce silence intérieur. Donc en coupant tous ces stimuli, on connecte à soi. À quel moment est-ce que c'est un stimuli ? Est-ce que c'est à partir du moment où c'est un son qui dérange notre quiétude, notre sérénité ? Ou parce que tu parlais du son des oiseaux, de la sonothérapie, etc. Ça reste des stimuli d'une certaine façon ? Ou est-ce que c'est juste, je sais pas, comment on pourrait dire ça, un flux énergétique qui nous attire vers l'intérieur ? Quelle est la différence entre les deux ? Comment on peut reconnaître quand c'est quelque chose qui justement est un stimuli et nous dérange dans notre quête de soi, peut-être ? Et à quel moment est-ce que le bruit est acceptable, en fait ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que la question, elle est un petit peu là. On est étouffé par ce bruit, on est pris au piège par tout ça, mais souvent, on s'en rend même pas compte. Je dirais que la différence entre, par exemple, la bioacoustique qui ne nous demande pas forcément de réponse, et je mettrais ça dans une autre catégorie que les stimuli qui viennent nous polluer, qui peuvent être les notifications, les mails, etc. Tous les messages qu'on reçoit, les messages publicitaires, les gens qui nous parlent constamment, ça vient créer de la surcharge cognitive, en fait. Tout ce qui est la surconnexion digitale, etc., ça vient demander au cerveau, en fait, beaucoup d'efforts. Et c'est ce qui fatigue aujourd'hui dans nos sociétés. Contrairement à entendre un petit oiseau qui chante, ça c'est un stimuli, je suis d'accord, mais il nous demande rien, l'oiseau. C'est juste un petit moment de poésie, tu vois. Malgré tout, je me demande si tout le monde se rend bien compte, parce qu'aujourd'hui, on a comme tu parles par exemple, prenons un exemple, les notifications, le fait de tout le temps aller sur les réseaux sociaux en tant que tel, c'est un bruit, même si ça ne procure pas de son, ça procure quand même un parasite assez important. Comment on fait pour justement se rendre compte quand il y a un excès et que ça vient perturber notre quiétude ? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas connectés à cette sensation-là et qui ne savent pas faire la différence entre c'est trop de bruit, on finit par s'habituer, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte, donc ça passe d'abord par une prise de conscience, bien sûr, avant d'en arriver à un état de fatigue, voire pire, état de burn-out ou de dépression, ce qui arrive souvent avec tout ce flux d'informations qui nous dépasse. Dans un premier temps, une prise de conscience, et c'est aussi pour ça qu'on est là, en fait, qu'il y a des mouvements comme Silence, et on n'est pas les seuls, mais voilà, qui amènent à des pratiques de bien-être et à des prises de conscience sur ce trop-plein que beaucoup ressentent et qui ouvre en fait à des modes de vie un peu plus lents, un peu plus sains et un peu plus déconnectés pour se reconnecter à soi. Ça voudrait dire que c'est ça qui a révélé le confinement, c'est qu'on a été obligé de se confronter à une autre forme. Tu parlais de flux d'informations, il n'y avait plus ce flux d'informations, il y a eu le silence, on a découvert peut-être un nouveau bien-être. Et on s'est connecté à ça de la même manière, peut-être que quand les personnes viennent dans tes événements, suivre ton mouvement, ils se rendent compte, en fait, face à l'expérience. Est-ce que c'est l'expérience qui force Oui, en plus, je pense qu'il y a des personnes qui se sentent rassurées par l'usage de leur écran, le fait d'être constamment connectées, d'avoir la musique, les réseaux sociaux. Ils pensent que c'est une bulle qui les protège. Et en réalité, ça les fatigue, en fait. Ça les assaille de messages et ça les éloigne justement d'un état de paix. Dans les expériences que je propose, on prône la déconnexion digitale. Et c'est très marrant de voir aussi comme les gens ont du mal. C'est un vrai challenge pour eux de nous laisser les téléphones, de couper les téléphones. Et on sent aussi à quel point ils sont libérés quand ils l'ont fait. Il y a presque un sentiment de retour à l'enfance, de libération qui est fou. Par exemple, sur les séjours silence, à la fin des 3 jours, ils n'ont presque pas envie de récupérer leur téléphone. Parce que tu parlais de cette idée de liberté, en fait. Oui, mais c'est comme une addiction, clairement. Il y a beaucoup d'addictions aux réseaux sociaux et aux connexions, tout simplement, aux écrans. Tu parlais là d'une bulle qui les protège. J'avais justement cette question de savoir qu'est-ce qui est encore si challengeant, qu'est-ce qui fait que les personnes ont tellement peur parfois du silence. Est-ce que c'est le vide ? Est-ce que c'est le fait qu'ils sont tout seuls ? Ils savent pas à quoi se raccrocher ? Qu'as-tu pu noter peut-être Oui, il y a beaucoup de gens qui ont peur. D'ailleurs, c'est un des freins aux inscriptions à nos événements. C'est des personnes qui disent ça a l'air chouette, mais j'ai peur. Moi, j'ai fait Vipassana, c'est la version un peu plus extrême, les 10 jours en silence.
Et quand je racontais mon expérience, j'ai eu tellement de personnes qui me disaient « ça a l'air génial, mais j'en suis pas capable, j'ai trop peur ». Soit j'ai trop peur d'être face à mon silence, j'ai trop peur de rester aussi longtemps. Enfin, voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de peur. C'est ce qui m'a donné l'envie de créer les séjours silence, en fait, d'une méthode beaucoup plus douce. Mais on retrouve quand même la peur, l'appréhension. Je pense avant tout l'appréhension de se retrouver face à soi-même. Parce que, évidemment, dans le silence, on vient créer une expérience de vacuité, de reconnexion à soi. Et en fait, quand on n'a plus toute cette routine de connexion, les mails, enfin voilà, toute la petite routine qui rassure, là on se retrouve face à la vérité. Et la vérité peut faire peur aussi. Il y a des personnes qui ont des dénouements, des prises de conscience. Il y a des sentiments qui ressortent. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent émues dans le silence. Et après, il y a beaucoup de sentiments très positifs, comme l'inspiration, les rêves qui sont décuplés, un sentiment de nettoyage intérieur. Mais ça passe aussi, et c'est vrai, ça passe aussi par une certaine épreuve de se retrouver face à soi. Ce serait comme un grand nettoyage ? Oui, c'est comme un grand nettoyage. J'ai envie de dire, après chacun vit son expérience à sa manière, mais c'est comme si voilà, toute la poussière qu'on met sous le tapis, ce qu'on fait tous, que ce soit sur des petits problèmes ou des plus importants, donc là on se reprend en fait, droit dans les yeux, tout ce qu'on a essayé de mettre de côté, puisqu'en fait, il n'y a plus que nous et qui on est, nos vérités, nos bonheurs et nos soucis. Donc, c'est un vrai miroir avec soi-même, en fait, d'être dans le silence. Peut-être aussi la confrontation au mental qui souvent est un peu comme un singe qui saute partout et qui là, dans le silence, est un petit peu obligé de le voir en pleine face et d'en faire quelque chose. Ouais, il y a beaucoup ce feedback qu'on a sur les silencieux qui disent que dans la première phase du silence, c'est dur parce que justement le mental ne s'arrête pas, donc ils se prennent des vagues et des vagues de pensées, d'idées, enfin c'est assez dur à gérer tout à coup. Et puis il y a, enfin vraiment toujours, il y a ce lâcher prise, un moment où on se dit bon, ok, et là on rentre en phase 2 qui est plus détente et en fait où ils arrivent à apprécier le silence. Tout au long, là, j'ai pensé, tu as parlé de Vipassana. J'ai envie de parler un instant peut-être de méditation aussi. Est-ce qu'il y a de ça, d'apprendre par l'expérience à dire ok, mes pensées sont là. À un moment donné, de toute façon, je peux rien en faire parce que je suis loin de tout, j'ai pas de cahier, j'ai pas de sollicitation extérieure pour sortir de ça. Et que malgré nous, toi tu as fait Vipassana, tu nous diras, est-ce qu'en quelques jours déjà on peut réussir à observer un peu plus nos pensées, à avoir ce pas de recul, à être spectateur, témoin de ce qui se passe, mais sans se laisser embarquer émotionnellement, etc. Pour moi, c'est important de pouvoir donner l'accès à ce silence à tout le monde en fait. Donc je dis toujours que c'est un mouvement universel qui ne s'adresse pas qu'aux pratiquants, qu'aux personnes qui connaissent déjà. J'aime bien aussi avoir des personnes qui n'ont jamais médité, ils sont tout à fait bienvenus dans les expériences que je propose. L'idée c'est qu'on vient vraiment leur apprendre, je parle toujours de planter des graines en fait, on vient leur transmettre un mode de vie qui passe par la méditation qui est au cœur de nos programmes bien sûr. Donc, bien sûr, ils apprennent à méditer. Le silence et méditation, ça va de pair, on parle de la même chose. On leur donne vraiment le côté pédagogique, le b.a.-ba de la méditation pour qu'ils apprennent à se connecter à leur silence et qu'ensuite, à la fin de l'expérience, ils sachent être chez eux seuls et reproduire ce qu'ils ont appris dans le séjour. Est-ce qu'on arrive à taire la cacophonie ? Oui, alors à la différence de Vipassana, justement, nous, dans les séjours silence, on propose un tas d'ateliers et d'activités de bien-être. On vient attiser justement la créativité qui est créée par le silence. On propose d'exprimer justement notre intuition, notre inspiration née du silence. Donc on n'est pas sur il ne se passe rien du tout, comme dans Vipassana. Voilà, de Vipassana, on n'a pas le droit de lire, on n'a pas le droit d'écrire, ni de regarder les gens. Là, on est plus sur une expérience collective de plaisir, mais qui a comme base quand même le silence. Donc je dirais que dans les temps de méditation, l'idée, oui, c'est de taire la cacophonie, c'est ce qu'on apprend. Mais sur les plusieurs jours d'expérience, ils apprennent aussi beaucoup de choses. Donc on va dire qu'on amène une réflexion aussi chez les silencieux. Donc je dirais pas qu'on vient taire absolument. On vient taire ce qui pollue, voilà, pour avoir des pensées plus saines et plus douces. Pourquoi les gens viennent à toi, à ces expériences, au-delà de
taire les bruits pour la fatigue, les burn-out, etc. J'imagine qu'il y a quand même une quête de comprendre qui on est derrière tout ça. Oui, alors je dirais les motivations des silencieux, pour beaucoup, c'est vraiment, ils ont besoin de repos. Ça, c'est vraiment la recherche du calme, la recherche du repos. Là, on arrive au 9e séjour silence, donc il y a beaucoup de ragots sur nous. Il paraît qu'ils sont vraiment chouchoutés, apaisés, reposés. On s'occupe très bien de nos silencieux. Donc c'est des bons ragots. Voilà, des ragots positifs. Donc je pense que voilà, ils viennent chercher vraiment cette douceur, voilà, cette expérience de plaisir et de repos. Donc chercher un calme. Il y a des personnes aussi qui viennent par curiosité, en fait, parce qu'ils ont envie d'explorer. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'aventure. J'aime bien dire qu'on part à l'aventure à l'intérieur de soi. Je pense qu'il y a des personnes, des penseurs ou des écrivains qui viennent chercher à aller creuser un petit peu une autre réalité. Par exemple, dans le silence, les rêves sont décuplés. Ça, c'est intéressant aussi, c'est une exploration. Il y a d'autres personnes aussi, je pense, qui ont besoin de déclic. On a pas mal de personnes qui recherchent un dénouement, par exemple, qui sont à une situation charnière dans leur vie, type reconversion, qu'est-ce que je vais faire, qui viennent se reconnecter à soi pour écouter mieux leurs envies et trouver des réponses aussi à leurs questions, qui parfois, ces réponses, elles sont enfouies derrière tout le bruit du quotidien. En fait, ça amène une clarification. J'ai eu vraiment, comme témoignage, je me sens nettoyée de l'intérieur. Donc il y a ce côté aussi purification. J'entends aussi, peut-être en filigrane, cette idée d'aller à l'encontre de la vie active, justement. Tu l'as dit au début, les gens ont besoin de calme, de repos. Repos, mais face à quoi ? Face à l'activité, justement, à la vie active, avec parfois des enfants, parfois un travail qui prend toute la journée, où on n'a pas ce temps de off et le fait de s'accorder parfois un week-end, parfois plus ou moins, de se dire là, c'est un temps que je prends de repos. Exactement. C'est pas pour rien qu'on parle de moment suspendu. C'est donc le claim de silence, le moment suspendu, c'est exactement ça. C'est venir mettre entre parenthèses sa vie à 1000 à l'heure pour créer un espace physique et temporel où on peut se laisser poser, en fait, juste se détendre, arrêter de faire pour recevoir, en fait, le temps d'une expérience. Juste être dans l'instant présent et en fait juste être. C'est tout à fait l'expérience du Yin Yoga. Je suis professeure de Yin Yoga. J'ai aussi reçu Leila Ishiab, qui est également professeure de Yin Yoga dans un des précédents épisodes du podcast. Donc, c'est tout un sujet dont on a abordé. Et c'est exactement ça. C'est le Yin face au Yang. C'est pour ça qu'on pratique le Yin Yoga dans les séjours silence. Eh bien, voilà. Pas de hasard. J'ai reçu aussi Céline Bourra dans un épisode de ce podcast. Et elle disait ceci. Le silence, c'est le vide créateur. Le silence, c'est l'instant où les ondes peuvent se propager et où une réaction peut se créer. Le silence est un son à part entière. Est-ce que tu la rejoins là-dessus ? Oui, totalement. Ça rejoint exactement tout ce qu'on vient de dire, en fait, la connexion à soi et du coup cette création d'autre chose, puisque dans le silence, c'est beaucoup de matière au final qui ressurgit, c'est l'inspiration qui jaillit, donc bien sûr que c'est un vide créateur. Oui. De toute façon, le principe de vacuité, c'est quelque chose qui est utilisé en psychologie, en coaching, pour justement venir créer des nouveautés, en fait. Pour l'innovation, il faut être d'abord face à cette vacuité, trouver le vide pour ensuite recréer. Oui, c'est cette idée de minimalisme, de grand nettoyage dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Alors, le silence, c'est quelque chose qui a été parlé, discuté, posé au micro par de nombreux invités. Je viens d'en citer quelques-uns et j'aimerais encore en citer une. C'est Clélia Félix du blog du Green et du Love, qui, elle, n'a pas parlé de silence, elle a plutôt parlé de musique. Elle a parlé que tout était musique, tout était vibration. En quoi, justement, le silence, et Céline Bourra le disait, le silence est un son à part entière. On a vraiment l'impression, c'est ce qu'on disait au début, que donc, le silence vient et s'immerge dans le silence dans le son dans le silence. L'un et l'autre, en fait, vont ensemble. Ce ne sont pas des dualités, mais plutôt des complémentarités. Comment tu vois ça ? Le son, est-ce que ça te parle ? Comment le silence vient s'intégrer ? Tu as dit sonothérapie. Quand tu dis ça, ce qui me vient à l'idée, c'est presque comme l'inspire et l'expire. C'est s'accorder
D'abord le silence pour pouvoir expirer ensuite. Enfin, il y a presque un lien si fort entre les deux que je dirais sont interdépendants en fait. Et quand je parle de sonothérapie, c'est parce que, comme je te le disais, on fait du yin yoga beaucoup dans les séjours. Je travaille notamment avec une professeure de yoga qui fait aussi de la sonothérapie. Et donc peu à peu, on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait cohérent dans ce silence de venir accompagner de musique et on s'est dit, mais évidemment, oui, bien sûr, ça marche très très bien. Justement pour, encore une fois, venir apaiser le mental et venir accompagner en douceur l'expérience silencieuse, de proposer des sonorités, de la musique, de la voix, des instruments qui viennent accompagner en douceur. À force d'utiliser la sonothérapie par touche, finalement, c'est venu presque au cœur de notre expérience. Donc, de plus en plus, si bien que le séjour silence de novembre sera sur le thème silence et sonothérapie complètement, où chaque expérience, donc il y a toujours de la méditation silencieuse quand même parce que c'est nécessaire, mais dans le yoga, on vient vraiment faire des bains de son, on distille de plus en plus la sonorité dans l'expérience, et puis il y aura aussi des séances individuelles de massage sonore pour parfaire l'expérience du silence. Donc ouais, ça va très bien ensemble. Parce que là, du coup, tu le disais, c'est comme le son d'un oiseau, enfin le chant d'un oiseau. C'est un son qui est choisi et qui est fait aussi pour harmoniser, après avoir enlevé les bruits parasites qui sont fatigants. Et là, on vient poser comme un petit filtre tout doux. Oui, c'est des vibrations qui ont des effets directs sur le calme mental. Donc oui, bien sûr, de toute façon, on parle de sound healing, de sonothérapie. Ce sont des sonorités qui font du bien. Donc évidemment, bon pour nos silencieux. Du coup, ce que tu fais, finalement, c'est emmener les silencieux à aller sur la voie du choix, d'être responsable de quel bruit ils s'entourent, à quel bruit ils s'exposent. C'est un petit peu éduquer à ce niveau-là. Oui, alors éducation, c'est peut-être un grand mot parce que je n'ai pas cette prétention, même si je pense de plus en plus à des interventions auprès des enfants dans les écoles. Donc on pourra en reparler une autre fois. Je parle de transmission aussi, peut-être plutôt, ou d'inspirer, tout en partant du principe que pas la science infuse, c'est juste des invitations, des propositions, mais en tout cas, on parle dans nos événements de l'art de vivre silence, qui est une proposition. Et cet art de vivre inclut, bien sûr, la connexion au silence, l'usage du silence presque comme une hygiène quotidienne. Ça inclut aussi tout ce qu'on leur apprend, tout ce qu'on transmet autour de la nature. Il y a beaucoup d'ateliers mieux vivre, j'appelle ça, donc autour de l'alimentation végétarienne, autour de l'ancrage à la nature, le jardin, autour de la littérature. On a fait aussi la fabrication de cosmétiques naturels. Voilà, il y a tout type d'ateliers en fait qui induisent un mode de vie plus sain, plus conscient, plus doux, le fait de ralentir le rythme aussi, le fait de la déconnexion digitale, donc, qui est au cœur de l'hygiène silence. Et tout ça, c'est des invitations. L'idée, c'est de, encore une fois, planter les graines, et puis chaque participant peut ensuite récolter là où il a envie, en fait. Est-ce que ça va être sur maintenant je vais me lever le matin et méditer, et ça, c'est les effets qui sont constatés en fait après les expériences. Et je les reçois au quotidien, c'est un bonheur. J'ai des retours de mes silencieux qui me disent ce matin, comme tous les matins maintenant, je me lève pour méditer. Il y a par exemple Perrine qui a depuis le séjour il y a 1 an et demi, tous les matins, elle dessine un arbre. Il y a des personnes qui utilisent les recettes végétariennes de silence parce que je leur mets à disposition et qui cuisinent végétarien de plus en plus. Il y en a qui se mettent au yoga, bien sûr la méditation évidemment. Voilà, il y a tout un panel de propositions qui peuvent être appliquées, tout ça pour tendre vers un nouveau mode de vie qui rejoint bien sûr la connexion à soi, à la nature, aux autres, et presque quelque chose de l'ordre de la décroissance aussi, du retour à l'essentiel. Et ça passe du coup par vraiment taire le bruit. J'aime bien le redire pour qu'on entende bien ça, c'est taire les bruits qui ne sont pas sollicités en fait, qui ne nous nourrissent pas et qui nous épuisent. Oui, exactement. Les petites pollutions sonores qui fatiguent. Il y a une notion que j'aime dire à mes élèves de Yin Yoga, c'est le silence entre les deux notes. On fait évidemment, on fait le Savasana entre 2 postures de Yin Yoga pour venir accueillir, pour venir observer les sensations. On parlait de musique il y a un instant, et une musique ne serait pas aussi belle s'il n'y avait pas de silence. Imaginons un son où il n'y a pas de silence, mais il n'y a pas de musique en fait, c'est juste un son. C'est un petit peu ça aussi, c'est retrouver
ce silence pour retrouver le plaisir, la saveur de ce qui se passe dans nos vies. Oui, je rejoins tout à fait ce que tu dis. D'ailleurs, je trouve que beaucoup de paroles devraient commencer par un temps de silence. On dit souvent que la minute de silence est associée à quelque chose de triste, et c'est bien dommage parce que si on commençait chaque intervention, que ce soit un concert, un spectacle, une conférence, par 7 minutes de silence, c'est dingue le calme que ça transmet, l'ancrage aussi de chacun. Parce que voilà, on parle, il y a un flux, un flow incessant. Et juste cette minute, donc nous, on la pratique voilà, avant les repas, avant les prises de parole, évidemment, mais ça a vraiment un effet incroyable sur l'état, l'attitude de chacun. Au moment où tu en parles, j'ai ressenti des frissons parce que moi, évidemment, je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé dans les concerts, dans le monde de la musique. Et j'imagine un concert avec toute cette foule. Il y a une connexion, c'est certain, entre déjà tout le monde. Et puis, juste, voilà, on accueille la personne qui est prête à s'exposer, à se dire, à se montrer. Il y a une communion. Oui, une communion et moins de paraître, j'ai envie de dire. Dans le silence, il y a une espèce de pureté, quelque chose qui, voilà, on est tous, qui nous remet tous sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire. D'ailleurs, j'ai un texte que j'aimerais te partager qui parle de musique et de silence. Avec plaisir. Pour rebondir sur ce que tu me dis, donc c'est de Catherine Ben Saïd. Faire silence, c'est voir du dedans son monde intérieur. Entendre les silences de son cœur. Les silences entre les mots. Ce qui ne se dit jamais ou que l'on ne prend pas le temps d'entendre. C'est faire le vide des émotions invalidantes pour laisser la place à une écoute de plus en plus fine et subtile. L'écoute de sa musique intérieure. C'est écouter son âme, la musique de l'âme. Voilà, c'est un texte de la musique des anges, Catherine Ben Saïd. C'est très très beau et en plus tu as pris soin de laisser des petits silences entre chaque phrase. Ça nous a laissé vraiment ce temps de poser dans l'oreille, de l'accueillir dans le cœur, de voir comment ça résonnait. C'est ça aussi le silence. Exactement, ça... on laisse plus de temps au poids des mots au final et à laisser résonner, d'avoir une meilleure écoute aussi. Le silence crée une meilleure écoute. Oui, et pourtant on en a peur. Souvent on se dépêche de parler, on pose vite notre question, on répond vite à la question et on mange un peu les mots. On a cette tendance-là, parce qu'on a peur parfois de prendre le temps de l'autre. Peur aussi du silence, c'est sûr, mais il y a quand même ce côté d'urgence de se dire. Et là, tu nous rappelles tout simplement que non, en fait, la saveur, elle est dans... Et tu parlais de cette minute de silence avant un discours, donc elle est pour moi aussi importante que ces moments, ces temps de silence entre deux phrases, et qui, de nouveau, nous connectent encore plus avec la personne, avec le message de la personne. Donc, toute l'importance du silence. Merci juste dans le partage que tu nous as fait, ce qu'on a pu en retirer. J'espère que les auditeurs ont pu bénéficier aussi de tous ces ressentis. J'avais envie aussi de parler avec toi de ce jeu qu'on avait. Je ne sais pas si tu faisais ça quand tu étais petit, le roi du silence. On parlait beaucoup de la difficulté qu'on a à jouer le jeu de suivre une expérience de silence et à se rencontrer avec le silence. Pourtant, quand on est petit, c'est un jeu, on joue facilement à ça, même si c'est pas simple. On a besoin de se dire, on a besoin de s'exprimer. Voilà, c'est un petit peu toujours ces deux penchants. Est-ce que je me tais ? Est-ce que je m'exprime ? C'est marrant que tu parles de l'enfance, puisque je pense qu'il y a un vrai lien entre tout ça. Les enfants ne sont pas gênés d'être dans le silence. C'est un état naturel aussi d'être silencieux. Et je dirais que... en grandissant, avec l'âge adulte et la pression qu'implique aussi nos vies actives, on comble aussi. Je pense qu'il y a une pression, il y a une envie de bien faire qui est tellement forte qu'on vient combler, comme tu disais, parfois parler pour ne rien dire ou avoir l'impression de devoir toujours dire quelque chose comme une gêne. Et je pense que l'enfant, il est encore dans cette naïveté, il n'est pas encore conditionné, ou moins en tout cas, et il y a cette pureté en fait de l'enfant qui se perd malheureusement en grandissant. C'est intéressant que tu en parles parce que on a beaucoup cet écho des silencieux qui nous disent qu'ils ont l'impression de retomber en enfance en fait, dans le silence. Le fait de couper le bruit, couper la pression, de se reconnecter à soi, il y a un lâcher-prise qui ressemble à une retombée dans l'enfance. Donc
Merci d'avoir fait le lien avec ça. Et de retrouver ce plaisir de se taire, de juste observer. Parce qu'il y a ça, on observe moins, on écoute moins, tu l'as dit. Et si on peut avoir accès à nouveau à ça, et j'imagine qu'il y a cette idée avec l'enfant, c'est parce qu'on revient avec nos rêves, puisqu'il y a la place pour rêver à nouveau. Et donc, à quel moment est-ce qu'on ne rêvait pas plus que pendant l'enfance ? Exactement, ouais. Les rêves, et puis je pense aussi, c'est marrant quand tu me parles, parce que bon là j'ai enchaîné 2 séjours silence ces 2 dernières semaines, donc j'ai encore tous les visages et toutes les paroles des participants. Puis il y a Cécile qui disait qu'elle avait reconnecter avec ses rêves aussi et ses désirs profonds, et que à l'issue de cette expérience elle ressentait plus vers quoi elle avait envie d'aller en fait dans sa vie, parce que voilà, ses envies, ses désirs étaient remontés à la surface. C'est l'apprentissage de l'écoute de l'intuition, certainement. Oui, bien sûr. On en parle beaucoup, on cherche beaucoup ça, mais commençons par approcher le silence. L'écoute de l'intuition, et puis peut-être aussi avoir moins peur. Et je pense que quand on laisse de la place à la connexion à soi, à la connexion à son intuition, ça ôte des barrières aussi qu'on peut se mettre, les barrières du mental, de beaucoup réfléchir, beaucoup se mettre de pression. Et une fois qu'on est plus connecté à soi, il y a ce lâcher prise aussi, de se dire allez, ça c'est une mission possible pour moi, j'y vais. On n'en a pas encore parlé. Ça m'intéresse de comprendre un petit peu comment toi, tu es venu à faire du silence le cœur de ton métier, le cœur de ton projet, de ton mouvement. Comment ça a pris autant d'importance pour toi dans ta vie ? Ah, le silence. J'ai envie de dire que c'est presque une quête qui remonte à l'enfance, qui a été voilà, peut-être une enfance pleine de bruit à un moment donné. Et puis, il y a eu beaucoup cette recherche en fait, d'ailleurs. En fait, une envie d'ailleurs, une envie d'aller... quand j'étais petite, j'aimais bien aller nager loin dans la mer, j'aimais bien aller toute seule dans la forêt, je passais des heures dans le jardin, cueillir des pâquerettes avec mes lapins. Enfin, j'avais cette envie, en fait, de couper parfois de moments de solitude et de couper avec les bruits, avec l'agitation autour de moi. Et puis, en grandissant, j'ai commencé à voyager de plus en plus. J'ai commencé à pratiquer la méditation il y a un moment aussi. Cette pratique de la méditation qui s'est peaufinée, qui s'est améliorée au quotidien. Et dans mes voyages, je me rendais compte aussi que j'allais toujours chercher la déconnexion. Donc c'était des voyages au fin fond de la jungle, dans la montagne. Je cherchais vraiment à être loin de tout. Et pareil dans le sport aussi, je cherchais toujours, par exemple la course à pied en solitaire, je cherchais à être dans la nature, à être seule avec moi-même. Et puis en 2012, si je dis pas de bêtises, j'ai découvert le désert. Par chance, j'ai été invitée dans le désert marocain. Et là, on va dire que ce goût pour le silence, c'est devenu une passion. Voilà, là, j'ai goûté au silence le plus pur. Et depuis, je m'y rends chaque année. Cette année, vous savez pourquoi mon voyage a été annulé. Mais sinon, le désert, c'est ma source d'inspiration. Et c'est là que j'ai eu ce déclic, on va dire. Et puis, au fil des années, les retraites spirituelles, j'ai fait beaucoup d'ashrams, de retraites silencieuses en Asie et compagnie, qui m'ont fait tendre vers cette envie d'en faire mon projet, voire ma mission de vie. C'est une belle mission, moi, je dirais. Tu as dit silence, solitude. Est-ce que c'est pas... On en revient un tout petit peu en arrière de ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ça qui fait un petit peu peur à la plupart ? C'est que le silence égale solitude, ou pourrait être une solitude non désirée, alors que toi, elle était désirée. J'aime bien parler de solitude heureuse, en fait, parce que je pense que pour apprécier le monde qui nous entoure et l'environnement, les gens, la famille, les amis, c'est bien aussi, avant tout, d'être bien avec soi-même. Et c'est par cette solitude heureuse qu'on arrive à faire des autres des amis et non pas des besoins. Je pense que les personnes qui ont peur d'être seules avec eux-mêmes viennent par besoin chercher, donc que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour, il peut y avoir l'idée de venir combler un manque, alors que dans la solitude heureuse, une fois qu'on est heureux avec soi-même, le reste c'est du bonus en fait. Je pense que ça assainit aussi les liens qu'on peut avoir avec les autres. On parlait de yoga, il y a cette idée d'ancrage. Exactement. Et j'ai envie de parler aussi d'autonomie, ça me fait vraiment penser à ça, c'est d'abord être OK avec soi, capable de vivre dans l'autonomie avant de pouvoir nourrir les autres, se nourrir des autres, Bien etc. sûr.
Bien sûr, et puis je dirais que dans cette solitude heureuse, la quête c'est bien sûr le bonheur, avant tout, le bonheur en collectif, puisque on vit de toute façon tous ensemble, et l'idée c'est bien sûr d'avoir une belle énergie pour pouvoir répandre cette belle énergie sur les autres aussi. Dans nos séjours silence, c'est à la fois une expérience individuelle, puisqu'on invite à rester dans sa bulle, dans le silence, à éviter les interactions avec les autres. Mais ce qui est beau, c'est cette force du collectif, où ils sont pas seuls, en fait. Ils sont ensemble dans cette expérience, les uns à côté des autres. Et en fait, il se crée aussi un vrai lien très fort entre les silencieux, mais qui n'est pas dans la parole, qui est dans autre chose, en fait. Ils vibrent sur la même note. Voilà, il y a cette idée de solidarité, en fait, de vision commune qui se développe dans leur expérience personnelle. Tu parlais tout à l'heure de personnes qui auraient tendance à s'entourer de bruit, de musique, etc. pour se construire une bulle de sécurité. Or, ici, je retrouve la même chose, la même bulle de sécurité, mais dans le silence. C'est comme si les autres sont là, autour de moi, chacun dans son silence solitaire, mais ensemble, on est en sécurité. Oui. Je pense que l'idée aussi de proposer ces événements-là, c'est pour accompagner les personnes qui aimeraient découvrir le silence, mais bien sûr c'est plus simple quand c'est encadré, quand c'est en collectif. Sinon tout le monde irait marcher 10 jours tout seul dans le désert, mais ça c'est compliqué, tu vois. Donc je pense que là c'est vrai que l'idée du mouvement, l'idée du collectif, ça vient aussi peut-être ôter les peurs. Voilà, ça crée cette vague où on se dit bon, on est plusieurs, on y va, et ça rassure, je pense aussi. Ça rassure. Venons-en tout doucement à la dernière partie de cet épisode où on parle, j'ai envie quand même de parler d'état de flow, le nom du podcast, et voir avec toi comment, alors on a déjà tiré pas mal de fils là-dessus, mais comment tu dirais peut-être que le silence nous aiderait à trouver l'état de flow? Et d'abord, si tu as envie de commencer par là, de nous dire qu'est-ce que pour toi l'état de flow? Voilà. Ça me fait tout de suite penser à une vague. Je suis très mer, donc je pense tout de suite à la vague et à l'idée de se laisser flotter, d'une espèce de lâcher prise. Voilà, j'ai en tête quelqu'un qui ferme les yeux et qui se laisse complètement flotter dans la vague. Et en même temps, pour moi, ça évoque l'idée d'un alignement avec soi-même qui permet ensuite le lâcher prise. Donc par alignement, j'entends le fait d'être en accord avec ses pensées, avec ses actes, avec la vie qu'on mène, et surtout de se sentir suivre son intuition. Voilà. Et c'est là que le silence vient nous aider à ça. Exactement. Ben voilà. Ben voilà. Merci beaucoup pour ces riches partages. C'était vraiment génial de pouvoir ne faire qu'un sujet là-dessus, parce que comme je le disais, on en a beaucoup parlé un petit peu à gauche et à droite pour ceux qui ont déjà écouté les précédents épisodes, que je vous invite à redécouvrir. Je remettrai les liens en commentaire du podcast des quelques-uns dont j'ai parlé déjà. Mais voilà, de pouvoir en faire un sujet entier, parce que malgré tout, le silence, c'est plus que quelques secondes dans une journée. Pour moi, oui, voilà, ça doit être plus, ça doit être un mouvement, ça doit être une hygiène de vie. Exactement. Comme quand on mange bien, finalement. Voilà. Alors, dernière question. Où pouvons-nous te retrouver? Où est-ce qu'on peut suivre peut-être ton actualité? Il y a avant tout le site internet silenceexperience.com sur lequel on peut retrouver à la fois les actualités sur les ateliers silence, les séjours et les espaces silence. Il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, c'est Silence Experience en un mot. Et ensuite, il y a une série d'ateliers grand public qui sont organisés sur Paris pour faire connaître le mouvement. Peut-être ça peut être une première étape pour les personnes qui aimeraient savoir un peu de quoi il s'agit avant de se lancer dans un séjour. Et puis, il y a toute une série de séjours silence qui arrivent chaque mois. Là, on fait une pause sur septembre parce que c'est la rentrée, donc c'est pas la meilleure période pour les retraites. Mais septembre, il y a plein d'événements sur Paris. Et après, à partir d'octobre, ce sera 1 à 2 séjours par mois. Et puis, 2021, et plein de belles surprises aussi, des séjours plus longs, des séjours plus grands, des collaborations, voilà, plein de belles choses. Et de ce que j'ai compris, c'est que tu tournes toujours un petit peu dans la France, tu restes pas toujours au même endroit. Voilà, il y a différents lieux partenaires. Bien sûr, le terme, le rêve, ce serait d'avoir un lieu dédié, un lieu fixe. On verra ça par la suite, mais pour l'instant, j'ai différents lieux partenaires qui sont toujours des châteaux très spacieux, avec beaucoup de nature autour pour permettre de créer cet espace nécessaire au silence. Et on se développe justement sur différentes régions pour
pour satisfaire toutes les demandes. En fait, là, il y a beaucoup de gens qui nous appellent vers le sud de la France. Pourquoi il se passe rien dans le sud ? Moi, je viens du nord, donc on est beaucoup en région parisienne et Côte d'Opale, Normandie. Mais voilà, on s'étend et puis ça grandit, donc super. Ça grandit, merci beaucoup. On suivra ça de près. Et puis, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à faire votre minute de silence avant de manger, avant de parler, à prendre le temps. Le temps de moments suspendus. Voilà pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à toi, Elisabeth. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, à partager l'épisode s'il vous a plu et à mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Quant à moi, j'ai mis en place des cours de Yin Yoga en ligne via Zoom, puisqu'on ne peut pas se retrouver dans notre refuge habituel. J'ai conçu pour vous un cours en ligne, en live, en petits groupes, ce qui nous permet de pratiquer sereinement, de relâcher les tensions, toutes les frustrations. Ensemble, on apprend à accueillir et à ralentir. Pour réserver votre tapis, rendez-vous sur etatdeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode.